Un grand merci à l'École des hautes études internationales et politiques pour avoir collaboré avec nous dans la création de cette vidéo. HEIP traite depuis des années de l'importance de ce pays et du continent asiatique et a vu naître en son sein de nombreux sujets de mémoire, concours et de programmes scolaires tels que le plan japonais pour un espace Indo-Pacifique libre et ouvert, quelle concurrence pour les nouvelles routes de la soie, ou encore l'Asie du Nord-Est, une région interdépendante et chrysogène. Plus d'informations à la toute fin de la vidéo, bon visionnage. La reprise économique chinoise est là, mais les risques demeurent. Une croissance plus forte de l'économie chinoise au troisième trimestre 2020 a montré qu'elle fut la seule grande économie capable de terminer l'année avec un PIB plus important qu'avant la crise. Des risques à la baisse subsistent, mais l'opportunité de faire progresser les objectifs stratégiques de Pékin pourrait porter des fruits économiques sous la forme de politiques de promotion de l'autosuffisance nationale. Même si la faible consommation persiste et que la résurgence du virus aux États-Unis et en Europe menace les exportations chinoises. Selon les statistiques officielles du gouvernement, publiées le 19 octobre 2020, la croissance du PIB de la Chine s'est accélérée de 4,9% en glissement annuel contre 3,2% au deuxième trimestre de 2020. Alors même qu'elle était quelque peu en deçà des prévisions, la croissance négative de l'année s'est inversée avec une économie en expansion de 0,7% au cours des 9 premiers mois de 2020. Cela renforce donc l'image publique du Parti communiste chinois avant la session plénière qui a eu lieu du 26 au 29 octobre, où il formula le 14e plan économique quinquennal du pays. Ce faisant, le parti dut prendre des décisions difficiles sur la façon de tenir compte du ralentissement structurel pré-pandémique de la croissance chinoise, de réorienter l'économie vers la consommation plutôt que vers les exportations, et de s'adapter aux tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine dans des domaines économiques et technologiques. La consommation semble s'être stabilisée même si la demande de services reste le point faible. Les ventes au détail, qui avaient été négatives pendant une grande partie de l'année, ont augmenté de 3,3%. Il s'agit de la deuxième hausse mensuelle consécutive, mais les ventes sont toujours en baisse de 7% au total pour l'année 2020. Toutes les catégories de consommation de services sont également en baisse depuis le début de l'année. Les importations ont fortement augmenté de 13,2%, ce qui a contribué à déprimer la croissance par rapport aux attentes, mais est également un signe de relance de la demande intérieure. La poussée des importations a peut-être contribué à la diminution de la croissance du PIB par rapport aux attentes, les exportations nettes n'ayant contribué que de 0,6 points à cette croissance. Du côté de l'offre, la production industrielle a augmenté de 6,9% en septembre, marquant la 6e augmentation mensuelle consécutive et le taux le plus haut de l'année, l'équipement médical et la technologie représentant une grande partie de la hausse. La lente reprise de la consommation et du secteur des services alimente les inquiétudes quant à l'ampleur et la profondeur de la reprise économique globale de la Chine, qui a été motivée par la stratégie de croissance de longue date de Pékin qui met l'accent sur l'industrie lourde et la construction d'infrastructures. Mais la tendance ne sera pas claire tant que les données du 4e trimestre ne seront pas disponibles publiquement. Certains signes indiquent également que certaines parties de l'intérieur chinois sont à la traîne, avec une baisse de la croissance du crédit dans le nord-est, région de Liaoning, et une contraction des dépenses budgétaires locales. Les inégalités entre la côte et l'intérieur sont depuis longtemps un problème en Chine et la crise semble l'exacerber, soulevant des questions sur l'emploi et la stabilité. Jusqu'en septembre, la production des entreprises publiques a alimenté une grande partie de la reprise de la Chine, mais le taux de production des entreprises privées a récemment dépassé la production des entreprises publiques. Le crédit et une poussée massive des infrastructures ont soutenu les prix de l'immobilier, avec des investissements publics en hausse de 4% d'une année à l'autre. Les infrastructures ont joué un rôle particulièrement important pour soutenir la production dans les régions les plus pauvres de l'intérieur et du nord-est, avec le risque qu'une baisse des dépenses publiques qui entraîne un ralentissement de la croissance. Une récession économique en Occident est également une menace potentielle pour les exportations chinoises. Tout regain de tensions commerciales avec les États-Unis en particulier pourrait également faire baisser les exportations nettes. L'endettement croissant des entreprises et des ménages est une préoccupation chronique. De grandes questions subsistent quant à la viabilité à long terme du fardeau de la dette chinoise, que la pandémie n'a probablement fait qu'augmenter.
Une forte croissance par rapport au reste du monde est un élément essentiel de la stratégie géopolitique globale de la Chine, un point souligné par le nouveau modèle de la double circulation du président Xi Jinping. Vanté pour la première fois en mai, le modèle vise à recentrer sur la population et la consommation nationale, tout en renforçant la poussée de la Chine vers l'autosuffisance technologique. Le ralentissement de la demande mondiale lié à la pandémie a accru l'urgence de ces efforts, permettant potentiellement un coup de pouce en termes de réorientation des exportations vers le marché intérieur. Le modèle à double circulation devrait également jouer un rôle de premier plan dans les prochains plans quinquennaux de la Chine, parallèlement aux efforts visant à accroître la centralisation et la surveillance par le parti des industries et des entreprises clés. Le sort des tarifs chinois de Trump sous Biden. L'administration Biden maintiendra probablement bon nombre de tarifs américains existants sur la Chine, inaugurant une longue période de restrictions qui incitera probablement les entreprises à envisager de déplacer leurs chaînes d'approvisionnement et leurs opérations en dehors du pays, alors que le président élu Joe Biden a déclaré qu'il avait l'intention de revoir les tarifs imposés par le président américain Donald Trump à la Chine. Il a déclaré qu'il ne prendrait aucune décision immédiate à leur égard. Néanmoins, alors que l'accord commercial de phase 1 entre les États-Unis et la Chine s'achève et se conclut en 2021 et que la Chine reste loin derrière les niveaux d'achat engagés, l'administration Biden ne devrait pas ajouter beaucoup plus de droits de douane sur la Chine à ceux déjà existants. Les États-Unis devraient renforcer leur politique commerciale chinoise en recherchant un alignement de la politique commerciale via la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, en s'associant avec des pays comme le Japon, l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et l'Australie. Mais de telles réformes prendront du temps et nécessiteront un consensus que la Chine peut effectivement bloquer. L'administration Biden pourrait utiliser les tarifs existants comme levier collectif contre la Chine, tout en encourageant les alliés partageant les mêmes idées à se rejoindre à un effort multilatéral pour les réformes de l'OMC, une stratégie dans laquelle l'Union européenne et les États-Unis préconisent des modifications des règles de l'OMC pour les pays en développement, ainsi que de certaines règles relatives aux subventions industrielles et aux entreprises d'État. Une telle stratégie prendrait cependant du temps, car la réforme de l'OMC est devenue de plus en plus difficile. Le cycle des négociations commerciale de Doha, par exemple, a duré environ 14 ans avant de se terminer par un échec. La réforme de l'OMC doit être sanctionnée par le consensus des membres, donnant effectivement un droit de veto à la Chine. D'autres économies mixtes et pays en développement s'opposeraient également à de nombreuses propositions américaines et européennes contre la Chine. En 2020, les États-Unis ont considérablement étendu leurs actions contre les entreprises technologiques chinoises en élargissant les contrôles à l'exportation de Huawei et divers fleurons de l'industrie de pointe. Des fuites sur le prochain plan quinquennal de la Chine, qui a déjà été approuvé en octobre, indiquent que le soutien financier aux fabricants de puces et au secteur de la technologie fait partie intégrante de son document de sa stratégie économique. L'administration Biden envisagera probablement des négociations directes avec la Chine à la fin de l'accord commercial de phase 1 en 2021. Tout retrait significatif des sanctions est peu probable, car Washington sera également sous pression pour remédier au non-respect par Pékin de ses engagements de phase 1 relatifs à l'augmentation des importations en provenance de Chine. L'administration Biden se concentrera sur les réformes structurelles, telles que la suppression du soutien direct aux entreprises publiques chinoises, que la Chine continuera probablement de rejeter. Si l'administration Biden maintient de telles demandes pendant une période prolongée, les négociations s'arrêteront jusqu'à ce que les États-Unis se concentrent sur les engagements de la Chine d'acheter plus de produits américains. De plus, tout accord commercial qui entraîne une valeur des achats engagés inférieure à l'accord de Trump à négocier sera politiquement désagréable aux États-Unis. La Chine, cependant, sera disposée à signer un accord commercial qui comprend des engagements élargis sur les achats afin d'enchaîner les négociations et de réduire les tensions diplomatiques avant les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin et le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Dans le meilleur des cas, les États-Unis et la Chine pourraient reconduire l'accord commercial et les États-Unis pourraient peut-être légèrement assouplir certains des droits de douane sur la Chine, mais il est peu probable que Biden obtienne les types de réformes nécessaires pour lever complètement les tarifs. Dans le cadre de l'accord commercial de phase 1, la Chine a promis d'augmenter les importations de produits américains de 200 milliards de dollars combinés par rapport au niveau de 2017. Jusqu'en octobre 2020, la Chine avait importé pour 75,5 milliards de dollars de marchandises américaines, soit moins de la moitié des 173 milliards de dollars de marchandises que la Chine devait importer en 2020.
Étant donné que les tarifs chinois resteront probablement politiquement difficiles à supprimer, les entreprises de nombreux secteurs commencent à envisager des stratégies à long terme pour gérer leur impact en investissant en dehors de la Chine, tout en explorant également des options pour déplacer les opérations de production hors de Chine. Les industries qui ont des coûts d'assemblage et d'emballage relativement bas et des coûts d'investissement initiaux faibles dans la construction de nouvelles usines de fabrication, comme dans le textile, seraient probablement les meilleurs candidats pour déplacer des opérations hors de Chine vers des pays voisins comme le Vietnam. Plus il devient évident que les tarifs seront durables, plus il est probable que les industries, dont les coûts de déplacement de la production sont plus élevés, commenceront à déplacer leurs activités commerciales. L'Asie du Sud-Est continue d'être le principal bénéficiaire de tous les fabricants cherchant à quitter la Chine ou à se diversifier. Les biens de consommation, y compris l'électronique, seront probablement moins affectés par la guerre commerciale, car l'administration Trump ne les a pas inclus, et l'électronique a été largement épargnée par les droits de douane initiaux. Cette vidéo est terminée, mais nous souhaitions remercier tout particulièrement notre nouveau partenaire, qui est l'École des hautes études internationales et politiques, qui nous a aidés dans la réalisation de ce projet. Si vous ne connaissez pas l'HEIP, il s'agit tout simplement d'une école née il y a plus de 120 ans à l'initiative de Jeanne Weil. De prestigieux personnages y ont enseigné, tels que Léon Bourgeois, Paul Deschanel, Émile Durkheim, Raymond Poincaré ou encore Pierre Mendès France. HEIP, c'est aussi l'école des prix Nobel de la paix, et un grand nombre y sont passés en son sein pour y enseigner. Mais ce sont loin d'être les seuls attraits de l'école, ils offrent en plus de cela de nombreux cursus comme sécurité et politique de défense, management des affaires publiques, diplomatie et coopération internationale, communication politique et médias d'influence, et bien plus encore. Nous vous invitons grandement donc à visiter leur site internet si vous souhaitez plus d'informations sur cette prestigieuse institution ou bien de vous présenter à leurs nombreuses portes ouvertes les 3, 17 et 31 mars. Toutes les informations sont dans la description.